Donc, très rapidement, Jean-Yves Burgy, donc Société Recovering. Recovering, en fait, c'est un bureau d'études spécialisé dans les déchets du BTP qui se diversifie aujourd'hui dans les déchets d'activité économique. Nos missions sont très très variées. On fait pas mal d'études et d'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage publique et privée. Et on fait aussi bien de l'étude systémique, hein, c'est-à-dire des études plutôt de type stratégique, que des études plus ponctuelles sur des problématiques soit techniques, soit marketing et commerciales. On a eu, c'est toujours avec grand plaisir que je reviens à Lyon, on a eu la chance d'accompagner la métropole de Lyon dans le cadre de l'élaboration de son plan de prévention et de gestion des déchets du BTP, qui maintenant donc a été intégré, ou est en train d'être intégré en tout cas, au plan régional, puisque suite à la loi NOTRe, vous avez eu un transfert de compétences entre les départements, les métropoles et puis les régions. Et puis donc on continue, nous, à faire ce type d'exercice, puisqu'on a aussi le privilège aujourd'hui d'accompagner la Réunion. Je salue donc les DOM-TOM dans le cadre de l'élaboration de leur plan. Voilà. On m'a demandé de présenter donc cette partie-là, qui est une partie plutôt générale, donc on ne va pas rentrer trop dans le technique. On va essayer de donner à tous une bonne compréhension des problématiques, un aperçu de ce qui se fait, de ce qui va se faire. Je ne déflorerai pas non plus certains sujets parce que vous aurez des interventions de qualité qui viendront à ma suite, notamment sur le réemploi. Je vais lancer les choses en partant sur ma présentation. Donc, 4 parties, une introduction très rapide pour vous montrer qu'aujourd'hui, on a quand même un sacré problème, c'est-à-dire qu'à force de croître en termes de population et en termes d'habitat, on arrive à des équations économiques et techniques qui sont difficilement maintenables dans le temps. Je vous parlerai effectivement de réglementation, j'irai vite sur cette partie-là, du moins Frédéric m'a conseillé d'aller très vite parce que généralement c'est une partie très rébarbative et quand je fais des formations, je le fais avec un avocat partenaire qui est beaucoup plus à l'aise que moi sur le sujet et qui aime plus le sujet que moi, je ne l'aime d'ailleurs, parce que la réglementation c'est un peu rébarbatif. Je parlerai des prescriptions déchets environnementales dans les cahiers des charges de la maîtrise d'ouvrage public et privé. Vous verrez qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se met doucement en place sous l'influence en fait d'un certain nombre d'acteurs qui se sont mis à faire ce type d'exercice. Et puis, on parlera quand même de choses concrètes, c'est-à-dire de filières de valorisation de déchets. Vous verrez que les choses se mettent en place, se mettent fortement en place et qu'aujourd'hui, on est en train de changer de paradigme. Ressources et déchets, le lien nécessaire de l'économie circulaire. Alors très rapidement, je vais balayer 3 types de matériaux qui sont très utilisés dans le BTP. Le béton, c'est un des matériaux donc, les plus consommés au monde. C'est le matériau qui est le plus consommé juste derrière l'eau. Les matières sont non renouvelables puisque le ciment est constitué de calcaire, d'argile et de gypse. Il faut un petit peu d'énergie quand même pour cuire le cru. L'énergie, c'est en général du petcoke ou bien du charbon. Et puis, on ajoute des granulats, dont du sable. Demande mondiale, elle est croissante, c'est clair. On a un grand pays qui s'est réveillé il y a maintenant une quinzaine d'années, qui s'appelle la Chine, qui à lui tout seul a produit en 2015 2,2 milliards de tonnes de béton, alors que l'Europe des 28, à la même période, en produisait et en consommait 173 millions. C'est pour vous donner une idée de la dynamique qui est engagée au niveau de ce géant asiatique. Le béton, c'est un peu plus compliqué d'avoir les chiffres parce que pour le ciment, on est quand même sur de la production industrielle, donc on arrive à mieux canaliser les chiffres. Sur le béton, la production est beaucoup plus atomisée. Il y a bon nombre de centrales béton qui sont réparties sur l'ensemble des territoires. Donc on estime que la production de béton mondiale est à peu près d'1 mètre cube par habitant et par an. Et si vous prenez une population de 7 milliards d'individus, ça fait à peu près 14 milliards de tonnes de béton qui sont produites tous les ans. Les coûts augmentent. Je ne vais pas vous la faire à la Arte. La Arte vous a suffisamment projeté les documentaires sur la guerre du sable, mais effectivement, ça existe. Aujourd'hui, pour bâtir avec du sable propre, à la construction, vous avez notamment les pays de la péninsule arabique qui importent massivement du sable qui vient d'Australie.
et qui crée d'ailleurs des déséquilibres dans les écosystèmes relativement forts. Et puis pour revenir un petit peu plus proche de chez nous, aujourd'hui, pour ouvrir une carrière, c'est la croix et la bannière. Vous avez souvent 10, 15, 20 ans d'instruction avant d'avoir l'autorisation d'ouvrir une nouvelle carrière d'exploitation de granulats. Les coûts de transport et de production sont liés à l'énergie et forcément ils augmentent dans le temps. Le petit graphe que vous avez sur votre gauche vous montre l'augmentation progressive du baril de pétrole. Bah oui, grosso modo, on a une énergie qui a été en moyenne multipliée par 4 depuis le début des années 2000. Donc forcément, on a un constat des augmentations des coûts logistiques qui va de soi. Deuxième matériau, le plâtre. Alors le plâtre, peut-être certains ne le savent pas, mais c'est un matériau qui est produit à partir d'une pierre qui s'appelle le gypse. Là aussi, on a des carrières qui sont présentes en France. On a aujourd'hui une quinzaine de carrières qui sont la plupart du temps en open cast, c'est-à-dire en exploitation à ciel ouvert. 80% de ce gypse qui est extrait est utilisé dans l'industrie plâtrière pour fabriquer de la plaque de plâtre ou bien des enduits plâtreux. Il n'y a pas de ressources alternatives en France. Alors je souligne qu'il n'y a pas de ressources alternatives en France pour une raison très simple, c'est qu'on a pris en France l'option énergétique de produire de l'énergie à partir de nucléaire. Et donc, à part le panache de vapeur d'eau que vous avez au-dessus des grandes tours de réfrigération, cette énergie n'émet pas de gaz. En Allemagne, ils ont fait un autre choix énergétique. Aujourd'hui, ils sont donc principalement sur le choix charbon. Or, lorsqu'on brûle du charbon qui provient, ou de la lignite qui provient des mines, soit polonaises, soit d'Allemagne de l'Est, on émet aux cheminées une très grosse part de sulfure, de dioxyde de soufre. Et en fait, pour laver ces gaz-là, on fait ruisseler un lait de chaud à contre-courant et on fabrique un gypse synthétique ultra pur à 99,9% qui est utilisé dans l'industrie de la fabrication de la plaque de plâtre en Allemagne. Donc en Allemagne, ils ont déjà une ressource alternative par rapport à cette ressource naturelle, mais c'est plutôt par défaut qu'ils le font et non pas par engagement de rechercher vraiment une ressource alternative. Et puis vous avez le carton. Alors grosso modo, on voit très bien que les carrières sont situées dans des zones ultra-urbaines, puisque vous voyez que 70% quasiment de la ressource est située dans le bassin parisien. Et à force de construire, de faire le Grand Paris et d'autres projets, on est en train de condamner progressivement l'ensemble de l'exploitation de ces ressources-là et qu'il va donc avoir à terme une problématique de pénurie. Alors, un matériau qui a peut-être commencé à résoudre le problème de l'équation demande et besoin et ressources, c'est l'acier. Parce que quand on regarde l'acier, c'est aussi un matériau qui vient donc de minerais. Je vous passe le procédé, hein. Vous mettez ça dans une grosse bouilloire, vous faites cuire tout ça et puis vous récupérez donc la partie ferreuse et vous fabriquez ensuite de l'acier. La demande mondiale est aussi exponentielle. Je vous laisse parcourir les chiffres. À nouveau, on retrouve nos amis chinois qui consomment à eux seuls la moitié de la production mondiale. Et devant cet appétit pour ce métal ferreux, aujourd'hui, on a une organisation qui s'est mise en place de recyclage et on estime que 40% de la production mondiale serait aujourd'hui issue du recyclage. Alors une fois qu'on a regardé un petit peu tous ces matériaux-là, on regarde ce qu'il y a en bout de chaîne. Hein. Là, on a regardé donc ce que vous aviez en amont de la chaîne, on va regarder un peu ce qui se passe en aval. Si on regarde un petit peu côté déchets du BTP, on parle quand même de tonnage extrêmement important. En 2014, on avait à peu près 227 millions de tonnes, ce qui représente 3/4 des déchets qui sont générés sur le territoire français. On a eu une diminution des déchets du BTP sur le territoire quand on compare aux chiffres de 2008, une diminution de 10%, mais les chefs d'entreprise sont présents dans cette salle et même les autres personnes savent bien qu'on est passé quand même par une période relativement complexe de crise depuis 2008. La répartition entre donc, le bâtiment et les travaux publics, elle est à peu près de
je veux dire un huitième pour 7 huitièmes, 42 millions pour le bâtiment et 7 millions et 185 millions pour les travaux publics. Nature très différente, des déchets inertes, une très grosse majorité, des déchets non dangereux et des déchets dangereux qui, petit à petit, vont diminuer dans le temps, puisque la majorité des déchets dangereux, c'est plutôt des terres polluées ou alors de l'amiante, et on évite aujourd'hui de trop polluer les terres sur lesquelles on se trouve. Et puis l'amiante aujourd'hui est interdit, malheureusement, comme une grosse partie de ces déchets du BTP vient encore de la démolition. On va voir ce 1,2% disparaître progressivement dans le temps, mais on en a encore pour au moins une trentaine d'années. Alors les données, très honnêtement, elles sont complètement incertaines. Nous-mêmes, on a fait donc des états des lieux dans le cadre de l'élaboration des plans. On a récupéré les très bonnes études de la CERC, mais lorsque l'on regarde un petit peu la qualité de l'organisation documentaire de la traçabilité au niveau des entreprises, on peut quand même se poser des questions sur la fiabilité des chiffres que l'on avance. Néanmoins, nous, on les utilise tous, à défaut d'autres choses, et on essaye de faire des prévisions là-dessus. Alors, quand on passe sur le volet réemploi, là, c'est encore pire. On ne trace pas le réemploi en France. Alors, on a des estimations qu'on ne sait pas vraiment d'où elles viennent. Donc, je vais dire que le tonnage du réemploi est souvent inconnu. En termes d'exutoire, l'enfouissement est encore très important. C'est vrai qu'on s'est habitué pendant des années à simplement pousser les déchets qui ne nous intéressaient pas dans des trous. Moi-même, quand j'étais gamin, j'avais une décharge pas très loin de chez moi, dans un environnement sablonneux. Et puis, on voyait régulièrement l'exploitant de la décharge y mettre le feu et tout y passait, les batteries, les piles, enfin voilà. Tout ça, on espère que c'est terminé. En tout cas, ça devient de moins en moins courant. Et aujourd'hui, on se tourne progressivement vers la valorisation. Alors, j'ai repris les chiffres de l'ADEME, qui correspondent à la même période de l'estimation des tonnages. L'ADEME a sorti un taux de valorisation entre 55 et 60%, avec 61% de valorisation au niveau des inertes, mais il faut bien souligner que ces inertes sont principalement valorisés en remblaiement de carrière. Les changements en cours, c'est cap vers l'économie circulaire. Tout le monde veut faire de l'économie circulaire aujourd'hui. C'est le mot à la mode. Après le développement durable, on passe à l'économie circulaire. Alors, je cite quand même cette définition de l'ADEME, qui est une définition qui me va bien. Et ce qui me va encore mieux, c'est le petit schéma que propose l'ADEME, qui montre bien que l'économie circulaire, c'est un projet collaboratif qui va nécessiter l'ensemble de la sollicitation des différents acteurs. Il faut que les consommateurs s'y mettent, que les producteurs de matériaux s'y mettent, que ceux qui sont au milieu de la chaîne s'y mettent aussi. Bref, il faut que tout ça, ça rentre dans un cercle vertueux qui va nous emmener progressivement vers une société un petit peu moins, qui fera un peu moins de gaspillage dans le temps. Alors j'ai essayé d'adapter ce schéma de l'ADEME aux déchets du BTP. C'est ce qui va un petit peu guider la suite de notre rencontre 5 à 7 de l'éco-construction. Aujourd'hui, c'est clair qu'on a un certain nombre de forces qui s'exercent sur le système qui fait qu'on est en train de changer de paradigme. D'abord, on a des pressions réglementaires. Des pressions réglementaires qui sont la plupart du temps d'origine européenne. Ceci dit, il ne faut pas se faire d'illusions. Moi, je suis relativement transparent sur ce que je pense de la réglementation. On est dans un système de soft law, c'est-à-dire qu'on n'est pas coercitif du tout. Et la réglementation, aujourd'hui, qu'elle soit européenne ou qu'elle soit française, donne un cadre structurant, mais n'est pas là pour prendre le bâton et taper sur la tête de celui qui ne respecte pas stricto sensus les dispositions réglementaires qui ont été édictées. Donc on est plutôt dans le soft avec un cadre structurant. Quand on regarde les autres forces qui s'exercent sur le système, c'est notamment la limitation des exutoires d'élimination et l'augmentation des coûts. Alors la limitation des exutoires, effectivement, d'ailleurs l'Auvergne-Rhône-Alpes est bien placée pour le savoir. Il y avait encore quelques années une bonne dizaine d'ISDND sur le territoire rhône-alpin. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3 quasiment. Donc on voit très bien que l'étau se resserre autour de cet outil dont plus personne ne veut. Au-delà de ça, bien entendu, raréfaction des exutoires, augmentation des coûts.
avec notamment un certain nombre d'exutoires qui font plutôt la fine bouche vis-à-vis de déchets qui sont de plus en plus embêtants, dont le plâtre ou l'amiante. Je me fais juste l'écho de certains clouds ISDND. Alors, station de stockage de déchets non dangereux, c'est la troisième ou la quatrième appellation pour ce qu'on appelait quand j'étais petit décharge. Et ce qui est passé par centre d'enfouissement technique, centre d'enfouissement de déchets ultimes, puis maintenant on est aux installations de stockage de déchets. Et pourquoi installation de stockage? C'est parce qu'on espère qu'un jour on viendra chercher finalement tous ces trésors qui sont enfouis dans ces lieux pour en refaire des nouvelles matières. Donc c'est des installations de stockage. Augmentation des coûts, oui, plus de raréfaction des exutoires, moins de concurrence, donc augmentation des coûts, et puis une fiscalité qui se met en place avec notamment la taxe générale sur les activités polluantes, qui reste la plus faible d'Europe, il faut le souligner. En France, on n'a pas beaucoup envie de détourner finalement les déchets des ISDND sous prétexte d'une augmentation de la fiscalité pour les collectivités, etc. Enfin bref, d'autres pays européens l'ont fait, ça marche plutôt bien, ça n'a pas fait grimper la facture des collectivités, mais il se trouve qu'on a un certain nombre de sociétés qui défendent finalement, et de collectivités aussi d'ailleurs, qui défendent finalement le maintien de ces ISDND. Développement du tri et du recyclage, on y reviendra plus tard, vous verrez que les choses sont en train de bouger quand même plutôt rapidement aujourd'hui dans le monde de la collecte, du tri et du traitement, même si on peut déplorer une certaine absence de R&D, je veux dire, de recherche et développement un peu prononcée, notamment de la R&D fondamentale sur le recyclage. Demande en matières premières secondaires, effectivement on voit de plus en plus d'entreprises ou de maîtres d'ouvrage ou de producteurs de matériaux de construction qui cherchent des matériaux alternatifs. Et puis, ce que je vous citais tout à l'heure, à propos des clauses déchets dans les cahiers des charges, on voit que les donneurs d'ordre et les utilisateurs s'engagent de plus en plus pour essayer justement de guider leurs fournisseurs vers l'utilisation de matériaux alternatifs. J'en ai fini avec cette petite introduction qui vous a adressé un peu le contexte, c'est-à-dire avec une demande aujourd'hui qui croit en matière de matériaux recyclés, une volonté de détourner les déchets et d'en faire des matériaux alternatifs parce qu'aujourd'hui on est dans un monde qui consomme de plus en plus et qui va se retrouver devant des problématiques de pénurie à terme. Obligations réglementaires, ne vous endormez pas. Donc obligations réglementaires de prévention et de gestion des déchets. Je vais aller très vite, je ne vais pas vous ennuyer très longtemps. Il faut savoir simplement quelques grandes dispositions. Avant 2008, on avait déjà des choses qui existaient en matière de réglementation. Les premières lois sur la gestion des déchets et la prévention des déchets datent de 1975. Quand on est rentré dans l'Union européenne, on a commencé à transposer progressivement les différentes directives cadres déchets et autres qui ont été votées au niveau du Parlement et de la Commission européenne. Donc la dernière en date de 2008. Elle a été transposée en France à la va-vite, sans concertation des parties par ordonnance en 2010. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si on était en retard ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas eu de concertation à ce sujet-là. Elle reprend grosso modo les grands principes, mais elle introduit quand même des choses relativement nouvelles avec, pour la première fois, des objectifs quantitatifs. Et c'était la première fois que le législateur avait le courage de donner des chiffres et de mettre des chiffres pour un certain nombre d'objectifs. Et puis on a eu une autre disposition réglementaire qui a été introduite, qui était une disposition réglementaire assez intéressante, mais qui finalement n'a pas tellement pris en France ni en Europe. C'est la notion notamment de sous-produits et de sortie de statut de déchets. À ce jour, il y a très peu finalement de déchets qui sont sortis de leur statut. On en compte malheureusement 3 au niveau européen et qu'un seul au niveau français. Mais c'est un petit peu réducteur ce que je dis, c'est un peu plus complexe que ça. Mon ami Maître Karl Henkel pourrait vous faire un topo de 2 heures dessus. On a quand même des possibilités de sortie de statut de déchets pour certains déchets très spécifiques, notamment industriels.
La directive 2008-98-CE, elle est en cours de révision. Elle sera donc révisée en même temps que la publication du paquet économie circulaire qui devrait arriver si tout va bien. Alors je ne dis pas au printemps parce qu'on y est déjà, mais peut-être cet été ou peut-être avant le début de l'automne. En tout cas, on l'espère. Et on n'a pas le temps de se pencher dessus, mais elle apporte aussi des objectifs en matière de valorisation qui sont beaucoup plus ambitieux que ceux qui étaient déjà contenus dans la directive de 98. Arrêtons la réglementation européenne, passons à la réglementation française. Parlons de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la fameuse LTECV du 17 août 2015, ou la loi de Madame Ségolène Royal. Celle-ci reprend un certain nombre de dispositions de la directive de 2008, donc notamment le respect de la hiérarchie des modes de traitement, réemploi, réutilisation, recyclage, valorisation énergétique, et puis au fin fond de la pyramide, on l'espère de plus en plus au fin fond, l'enfouissement. Les principaux objectifs liés aux déchets de chantier, parce que c'est quand même un texte qui est relativement complexe, qui ne touche pas qu'aux déchets, donc je vous ai mis simplement en relief ce qui touchait aux déchets de chantier, c'est-à-dire réduire de 30% en 2020 par rapport à 2010 et 50% en 2025 les quantités de déchets non dangereux, non inertes admis en installation de stockage. Ça veut dire que c'est quand même hyper ambitieux, et ce n'est pas du tout le trend qu'on a pu observer dans le cadre des différents états de lieu qu'on a pu faire. On n'est pas vraiment en diminution dans les ISDND notamment, et ni en ISDI. Augmenter la quantité de déchets non dangereux non inertes faisant l'objet d'une valorisation matière à 55% en 2020 et 60% en 2025, ça c'est tout secteur confondu, avec un objectif plus précis sur les déchets du BTP, avec 70% de valorisation matière en poids, donc des déchets du BTP. Alors ceci dit, si on met tous les inertes, ça ne devrait pas être trop compliqué à atteindre. Par contre, si on se penche sur les déchets non dangereux du BTP, et j'y reviendrai tout à l'heure dans le cadre de ma partie concernant la valorisation, vous allez voir qu'il y a encore du travail. Et puis il y a une petite obligation, et vous voyez que dans ces différentes dispositions réglementaires, finalement, on rejoint assez le schéma de l'économie circulaire avant. L'État a introduit une obligation pour lui-même et pour les collectivités afin de favoriser la demande en matériaux recyclés, puisqu'il a fixé des objectifs de taux d'utilisation de matériaux recyclés ou réemployés sur les chantiers de 50% en 2017 et de 60% en 2020. Donc on essaye de stimuler le marché pour que les opérateurs qui fabriquent des matériaux recyclés ne se retrouvent pas avec des déchets, oui, parce qu'ils ne pourront plus rien en faire, sur les bras, et donc un matériau qu'ils n'arriveront pas à placer. Le décret 5 flux, ça c'est quelque chose que beaucoup ignorent complètement, alors qu'il date déjà quasiment depuis 2 ans. Donc théoriquement, les opérateurs économiques aujourd'hui sont contraints de séparer 5 flux des autres déchets. Ils peuvent les collecter soit de manière séparée, soit en mélange. Ces fameux déchets sont le papier, le métal, le plastique, le verre et le bois. C'est un décret qui est peu connu, une application qui est encore assez balbutiante. Le législateur a voulu derrière essayer de favoriser la valorisation avec un tri à la source, mais il faut bien dire que c'est un décret qui est compliqué à appliquer sur les chantiers parce que notamment la nature des matériaux que l'on trouve en termes de plastique, en termes de verre, et notamment le verre qui peut se casser dans les bennes, rend ensuite plutôt difficile la valorisation des autres déchets. Mais sachez que finalement ce décret s'applique dans le secteur du BTP. Et bien sûr, il s'applique aux négoces de matériaux de construction et il s'applique aux entreprises pour ce qui concerne les déchets qu'ils ramènent dans leurs dépôts. Un petit focus sur nos amis négoces de matériaux de construction. Alors c'est ce qu'on appelle une soi-disant RED, parce que vous avez les REP, les filières à responsabilité élargie du producteur, qui sont des filières gérées par des éco-organismes. Là, on n'a pas réussi franchement à mettre une REP sur le déchet du BTP, donc on a dit on va faire une RED. C'est-à-dire qu'on va obliger les négoces à collecter les déchets issus de l'utilisation de leurs produits. Donc tout négoce se doit, depuis le 1er janvier 2017, de collecter les déchets de ses clients. Enfin,
Pas tout à fait, parce qu'on a été un peu clément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la soft law, on leur a dit simplement il fallait qu'ils s'organisent. Et s'organiser, ça voulait dire aussi simplement passer finalement une convention avec un collecteur de déchets de proximité pour qu'il vienne soit collecter les déchets sur les chantiers de ses clients, soit qu'il reçoive sur son site les clients qui apporteraient les déchets. C'est une disposition réglementaire qu'on a essayé de favoriser dans le cadre du plan de prévention et de gestion de déchets du BTP de la métropole. On a fait de la concertation, hein, Stéphane, il faut bien le dire, et force est de constater que cette mesure est quand même difficile à appliquer sans une analyse préalable des forces en présence sur le territoire. Et il faut vraiment bien comprendre d'abord les forces en présence, l'environnement concurrentiel et les gisements qui sont en jeu avant de vouloir simplement basculer les flux qui sont aujourd'hui gérés encore par les déchets de collectivité vers des déchetteries qui seraient mis en place par des négoces ou équivalents. Transport des déchets, on y passe très vite. Les déchets, ça ne se transporte pas comme vous transportez vos courses en venant du supermarché. Vous avez des contraintes. Dès lors que vous transportez notamment plus de 100 kg de déchets dangereux dans votre voiture, vous êtes tenu d'obtenir un sésame auprès de la préfecture et de faire une déclaration de transport de déchets dangereux. Il est extrêmement important de vérifier, notamment pour la maîtrise d'ouvrage, que les sociétés de collecte qui viennent récupérer les déchets sur les sites soient habilitées à les transporter. Alors il y a des cas d'exemption, hein, c'est notamment pour les plateformes qui sont sous régime ICPE et qui transportent leurs propres déchets, elles n'ont pas besoin de faire cette déclaration. Le modèle de déclaration est téléchargeable en ligne de manière assez simple sur le site de la préfecture. L'organisation documentaire de la traçabilité qu'il faut vraiment améliorer en France parce que sinon on n'arrivera jamais à donner des tonnages fiables. Elle consiste simplement en deux outils. Le premier outil, c'est le registre déchets qui est devenu obligatoire suite au scandale de Limé Brévannes. Très rapidement, Limé Brévannes, c'est un monsieur qui a une autorisation pour recevoir du déchet inerte sur son site. Un jour, il trouve que ça ne lui rapporte pas assez d'argent. Il commence à accueillir du déchet non dangereux alors qu'il n'en avait pas le droit. Du coup, il trouvait un exutoire qui n'était pas trop mal, qui était une carrière. Il s'était mis d'accord avec un propriétaire pour recevoir ce déchet non dangereux. Mais il n'avait pas averti le propriétaire que ça serait du déchet non dangereux. Et le propriétaire, bien sagement, pensait qu'on lui amenait simplement du déchet inerte. Bien sûr, appâté par le gain, il a proposé des prix très attractifs sur la place parisienne et un jour, un de ses clients a eu l'idée, parce qu'il sentait que les choses commençaient à tourner, de suivre un de ses camions. Et donc il arrive devant cette fameuse carrière et il voit son fournisseur collecteur de déchets en train de vider du déchet non dangereux dans la carrière. Il avertit le propriétaire lui dit « Stop, vous venez plus chez moi ». Et il se retrouve donc avec une problématique à gérer, c'est-à-dire des déchets qui arrivaient sur son site et pas de sortie. Donc il choisit d'accumuler. Bien entendu, les collectivités avoisinantes, puisque c'était au bord de la 86 à Paris, enfin sur la région francilienne, donc les collectivités le mettent à demeure, etc., des départs de feu, etc. Bon, au bout de 3 ans, il trouve que la situation a assez duré, qu'il n'arrive pas à s'en sortir, et bien sûr, il met la clé sous la porte. Et voilà, disparition de la personne morale, plus de responsabilité, site orphelin. Alors, site orphelin, on appelle l'ADEME au secours, au secours, j'ai un site orphelin avec 150 000 tonnes de déchets que j'ai accumulés sur mon site, qu'est-ce qu'on fait? L'ADEME va s'en occuper, bien entendu. Donc l'ADEME est arrivé sur le site, a regardé, fait bien, très bien, je pense qu'il y en a pour 12 millions d'euros, ok, très bien. Et puis l'ADEME regarde, et puis dit, tiens, il y a des registres. Des registres, c'est intéressant ça. Donc ils prennent les registres, ils regardent les registres, et puis effectivement, il y avait le nom de tous les clients qui arrivaient. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vous allez voir que si on ne fait pas attention à un certain nombre de choses, on peut vite voir sa responsabilité engagée. Et donc ces registres ont servi à retrouver les propriétaires initiaux des déchets, et ces propriétaires initiaux ont dû passer à la caisse une deuxième fois parce que vous allez le voir dans la slide suivante. Votre responsabilité peut être engagée si vous ne vérifiez pas que l'exutoire est bien habilité à prendre les déchets. Or,
les apporteurs de déchets amenaient du déchet non dangereux, ils annonçaient bien du déchet non dangereux, mais par contre, le réceptionnaire, lui, n'avait pas les autorisations pour les recevoir, et donc leur responsabilité a été engagée et a été recherchée, et ils ont dû payer donc la moitié de la remédiation du site. Ça, c'est pour les déchets, pour les registres, et ces registres n'existaient à l'époque que pour les déchets dangereux, et ils ont été donc systématisés pour les déchets non dangereux et inertes, et ils sont aujourd'hui le seul outil de traçabilité qui existe notamment pour la catégorie inerte et non dangereux, puisque pour les déchets dangereux, il existe aussi le fameux bordereau de suivi de déchets, qui lui date déjà maintenant de quasiment 15 ans, et qui est quand même très utilisé pour le suivi des déchets dangereux et des déchets amiantés. Responsabilité, c'est très simple. Vous êtes maître d'ouvrage, vous avez un déchet, vous confiez le déchet à un prestataire, vous êtes tenu de lui annoncer, de caractériser votre déchet. Ce déchet, monsieur, que je vous amène est un déchet inerte. Ce déchet, monsieur, que je vous amène est un déchet non dangereux. Ce monsieur est un déchet dangereux. Donc, vous avez fait votre travail. Et ensuite, vous devez regarder s'il a le droit de le faire. Et si vous ne regardez pas, et si vous ne vérifiez pas, et que ce monsieur-là n'est pas habilité à les prendre, votre responsabilité peut être recherché et vous allez être co-responsable en fait des nuisances qui auraient pu être engendrées. Voilà un peu pour la réglementation. Je suis allé quand même très vite, mais sachez que c'est quand même un point très intéressant. Les clauses déchets dans les cahiers des charges. Alors c'est quelque chose qui commence à peine. Monsieur Claude Lalève de la ville de Lyon s'y est mis aussi, hein, ces fameuses clauses déchets dans les cahiers des charges. L'état des pratiques, eh ben, elle n'est pas bonne. Hein. Quand on regarde un petit peu en France et qu'on analyse les DCE, donc les dossiers de consultation des entreprises, on voit très bien que les prescriptions déchets sont encore quasi inexistantes, que en termes de référence à la réglementation, c'est pas terrible. Parfois, il y a même des textes qui ont été abrogés 25 fois, voire des textes qui sont plus du tout en application. Et puis, en termes de gestion, il y a très très peu d'ambition. Traçabilité des déchets, on demande juste les BSDA, BSDD, ça suffira. Les registres, ça, on ne sait même pas ce que c'est. Et les bilans de fin de chantier, on n'a pas trop envie de capitaliser sur l'avenir, donc on ne les demande pas non plus. Bref, ça c'était avant. Donc une fois que l'on a dit ça, on essaye de faire en sorte que les choses changent, et on identifie déjà les responsabilités de chacun des acteurs. Donc vous voyez qu'en amont du chantier, là où on formule en fait donc les clauses déchets dans les DCE, il faut que le maître d'ouvrage s'y mette fortement, et commence à réfléchir sur ce qu'il a envie de faire de son chantier en matière de gestion de déchets. Une fois qu'il a fait ça, il se rapproche de son maître d'œuvre. Là, il regarde ce qu'ils peuvent faire à deux, et puis ensuite, ils vont demander donc à l'entreprise de répondre à ces exigences-là et de les mettre en œuvre tout au long du chantier. Petit schéma qui vous résume en 2 mots donc quelles sont les différentes responsabilités et rôles des acteurs tout au long de la vie du chantier. Alors, en termes de prescription, il y a juste un milieu à trouver. Hein. Ce n'est pas la peine de mettre des clauses extrêmement ambitieuses si le chantier ne le permet pas. Tous les chantiers ne permettent pas aujourd'hui d'avoir des taux de valorisation extrêmement forts pour plusieurs raisons. Donc, il faut que la maîtrise d'ouvrage fixe le périmètre de responsabilité déjà du MEOE, parce que le MEOE doit être, donc maître d'œuvre doit être impliqué dans le processus, et ensuite, une fois que le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre se sont mis d'accord, il fixe des objectifs dans le dossier de concession des entreprises. Alors, il faut laisser une certaine marge de manœuvre à l'entreprise et pas forcément non plus fixer les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. Alors, j'ai eu la chance de participer à l'élaboration d'un guide très complet sur les clauses déchets, qui est le guide qui a été édité par Démoclès, qui est très récent, hein, novembre 2017. Alors c'est un guide qui est plutôt consacré aux chantiers de déconstruction et de démolition, mais avec un petit peu de travail, on arrive très facilement à le convertir pour l'ensemble des chantiers, donc les chantiers aussi de construction. Périmètre de la responsabilité du maître d'œuvre dans son DCE, il faut qu'il établisse un diagnostic préalable aux travaux ou une analyse critique du diagnostic qui a été réalisé par un tiers. Il faut qu'il ait une certaine responsabilité dans le DCE des entreprises, et il faut que ça soit marqué dans son DCE à lui, avec notamment une nécessité de choisir
les objectifs déchets. Ensuite, il faut qu'il soit responsable du bon suivi et de l'exécution de ce qui a été préconisé, parce que le maître d'œuvre est quand même le chef d'orchestre sur le chantier, il est quand même au cœur de la bonne exécution de l'ensemble des travaux qui va être effectués, et puis il faut demander un bilan en fin de chantier. Les thématiques qu'on peut aborder dans le cadre des clauses déchets dans les CCTP, donc entreprise, réduction de la production de déchets, réduction de la nocivité, caractérisation des déchets, ségrégation des déchets, optimisation de la logistique, parce que bien souvent on oublie que si on veut gagner de l'argent, ça ne va pas être sur le traitement qu'on va le gagner, mais sur la logistique. Il faut savoir que dans le cadre des filières, 50% des coûts au minimum sont liés à des coûts logistiques. Donc si on ne favorise pas notamment, par exemple, les boucles logistiques avec des allers-retours de matériaux, déchets, on a un petit peu de mal à gagner un peu d'argent sur le poste déchets. Les modes de traitement à privilégier et la variation réglementaire des déchets sont aussi à mentionner dans ces clauses déchets, l'organisation documentaire de la traçabilité, et puis il faut que tout ça soit managé à tous les niveaux, donc il faut un correspondant déchets au niveau de l'entreprise et une tenue et une mise à jour du SOGED qui est un outil, le schéma d'organisation de gestion d'élimination de déchets, de gestion de déchets, qui est très utile pour piloter l'ensemble des points relatifs à la gestion des déchets sur un chantier. Ensuite, il ne faut pas se gêner pour fixer des pénalités. Moi-même, quand je fais du suivi de chantier, j'ai du mal à récupérer tous les documents de traçabilité. Donc maintenant, c'est très simple. Quand j'interviens en amont sur le CCTP, je colle sur le DCE, je colle des pénalités sur le CCAP et je demande par exemple 150 € de pénalité par document manquant. Là, je peux vous assurer que je ne cours plus après les documents de traçabilité. Aujourd'hui, ils arrivent tout seuls. Et puis ensuite, notamment dans les règlements de consultation, il faut adapter la notation des offres parce que souvent, dans le CCTP, les clauses sont ambitieuses, mais derrière, dans le RC, finalement, ils ne sont pas pris en compte dans la qualité des réponses à l'appel d'offres. Donc il faut mettre une note extrêmement incitative pour que l'entreprise ait un signal d'alerte et qu'elle pense à travailler ce sujet-là. Limite en termes de spécification, il faut faire très attention parce qu'on est sous le code des marchés publics ou sous le droit de la concurrence de droit privé. Vous n'avez pas le droit de discriminer, donc il faut faire très attention à ce que vous mettez dans les marchés publics. Ça, je m'adresse à la maîtrise d'ouvrage. Vous ne pouvez pas, par exemple, mettre une clause qui discriminerait de facto un certain nombre d'acteurs économiques dans le cadre de l'appel d'offres parce que vous avez demandé un point beaucoup trop spécifique. Donc il faut faire attention à ce que l'on met. Ensuite, il y a des clauses contractuelles qui peuvent être extrêmement discriminatoires. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Le Code du commerce est là pour parer à ce genre d'éventualité. Donc c'est tous ces points qui sont à regarder dans le cadre de l'intégration de clauses déchets dans les dossiers de consultation des entreprises. Pour la partie juridique notamment, et pour les maîtres d'ouvrage qui appartiennent à des grandes collectivités, il est très simple de se retourner vers ces services achats ou juridiques qui sont très compétents pour estimer si ce qui a été prescrit est compatible ou pas. Par contre, pour les petites collectivités et les petits maîtres d'ouvrage privés ou publics, c'est plus compliqué. Et là, il vaut mieux se retourner vers un cabinet d'avocats ou un cabinet juridique pour faire valider notamment le DCE. La partie la plus intéressante, peut-être la moins rébarbative, ce sont les filières de valorisation et de réemploi. Alors réemploi, je ne vais pas trop en parler parce que je vais laisser les personnes plus compétentes que moi et qui ont plus les mains dans le cambouis pour en parler. Moi, je suis plutôt encore vieille école, donc je suis plutôt recyclage, valorisation. Je vais vous montrer que finalement, il y a des choses qui se font et des choses qui avancent très vite et souvent grâce en fait aux acteurs économiques qui prennent l'initiative de faire changer les choses. Alors les coûts, c'est la guerre. Aujourd'hui, si on veut monter des filières de valorisation, il faut qu'on soit compétitif. Parce que je n'ai jamais vu un chef d'entreprise qui commençait à valoriser ou à recycler si ça lui coûtait plus cher. Et c'est une vérité qui est de toute façon toujours d'actualité malgré l'engagement grandissant des entreprises par rapport aux valeurs environnementales. Alors les coûts de filière sont de nature extrêmement hétérogène. Vous avez des coûts logistiques, comme je le soulignais tout à l'heure, des coûts de tri, des coûts de traitement, beaucoup de coûts de personnel ou des coûts qui sont liés à l'exploitation d'engins.
les coûts des exécutoires finaux, les marges, les taxes, parce que l'État ne s'oublie jamais, il faut le savoir quand même. Il y a, à minima, il y a la TVA, sinon il y a toutes les autres taxes qui sont liées à l'exploitation de plateformes. Alors, vous voyez sur le schéma de droite que Stéphane a eu la gentillesse de reprendre dans son exposé. J'ai essayé d'illustrer de ce qui était finalement un circuit de flux depuis le chantier jusqu'aux exécutoires finaux. Et autant c'est très clair au niveau du chantier, où on peut faire effectivement du réemploi ou alors faire sortir son déchet de son chantier, autant c'est assez clair vers les exécutoires finaux, mais au milieu, il y a une nébuleuse, quoi, hein. On a des déchetteries de collectivité, des déchetteries professionnelles, des installations de tri, de traitement, de DND, de DI, enfin on a de tout, on a toute une nébuleuse et toutes les combinaisons possibles, donc c'est parfois un petit peu difficile de tracer son déchet et de voir quels vont être les leviers pour rendre la valorisation plus compétitive. Une chose est sûre, c'est que les choses sont en train d'évoluer sous la force d'au moins deux paramètres. D'abord, un, c'est l'augmentation des coûts des matières premières. Je vous l'ai montré en introduction que rien que les coûts du pétrole, et on est dans une société carbone, ont quand même quadruplé depuis les années 2000, donc c'est un bon indice. Il faut savoir que plus les matières premières sont chères, plus les matières premières secondaires ont l'espoir, entre guillemets, de trouver preneurs, car elles vont être beaucoup plus attractives. Ça, c'est la première force qui est favorable. Et puis ensuite, on a l'augmentation des coûts des exécutoires d'élimination. Là aussi, je le soulignais déjà, l'augmentation des coûts d'entrée, l'augmentation des coûts logistiques, parce que s'il y en a moins, il va falloir se déplacer plus. Et puis l'augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes, qui a été quand même très modérée jusqu'à présent, comparativement à nos frères européens, mais qui apparemment, dans la nouvelle feuille de route, tendrait à augmenter beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'a augmenté pendant les 20 dernières années. Est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant, c'est deux paramètres qui sont importants, mais aujourd'hui, il faut savoir que si vous voulez monter une filière de valorisation, tout le monde veut s'y retrouver. Donc le producteur du déchet, lui, de toute façon, il veut que ça lui revienne moins cher, et c'est normal, il ne va pas aller vers la valorisation si ça lui revient plus cher. Le collecteur, lui, il veut augmenter sa marge, au moins la maintenir. Si demain, je vais voir un collecteur de déchets et je lui dis, si tu fais de la valorisation, tu vas gagner 1 euro par tonne, alors qu'il en gagne 10 quand il va vers l'élimination, je vais avoir du mal à défendre mon désir de le faire aller vers la valorisation. Et puis l'utilisateur de matières premières secondaires, de toute façon, il veut payer moins cher, que ce soit clair. Vous n'aurez jamais un industriel qui prendra du matériau recyclé plus cher que sa matière première. Donc il faut que tous ces paramètres, tous ces différents volets soient au vert. Donc si vous n'avez pas tous ces volets au vert, vous aurez du mal à monter vos filières. Donc il y a un travail à faire sur les coûts. Les coûts, aujourd'hui, ça devient un peu le fer de lance. On essaye de travailler sur la logistique, sur le tri. Donc le tri, aujourd'hui, pour les chantiers de construction, ça devient de plus en plus courant. On commence à optimiser les choses. On a recours à de l'économie sociale et solidaire, notamment pour que ça devienne moins cher. Sur les chantiers de déconstruction, on voit très bien que la déconstruction est en train de prendre vraiment son envol en France. Moi, je suis des très très gros chantiers de déconstruction en France où on a quasiment 10-15 flux qui sont correctement triés, avec des organisations différentes, parfois du démantèlement sur site, comme dans le cadre du projet Revalo, qui a été mené notamment par Vinci Veolia, où vous aviez un démantèlement de fenêtres sur site. Et puis, comme je vous le disais, vous pouvez organiser une logistique intelligente à partir de chantiers. Là, vous avez les photos d'un chantier qui s'est déroulé à Metz, la déconstruction d'un hôpital, l'hôpital Bon Secours de Metz, où il y avait 1200 tonnes de déchets de plâtre qui avaient du mal à être, je vais dire, valorisés lorsqu'on passait par un collecteur classique, et on a décidé de faire un direct chantier. On nous a dit non mais c'est pas possible de faire des directs chantiers, vous n'aurez pas la qualité, la logistique ça va être compliqué, etc. Puis on a travaillé avec un logisticien qui s'appelle Maufray. Il a fait venir un FMA, un fonds mouvant pour les néophytes dans le domaine, de 90 mètres cubes, qu'il a posé en pied de chantier, et on a évacué 1200 tonnes de déchets de plâtre direct du chantier vers l'atelier de recyclage. Et on a pu avoir des gains économiques et environnementaux extrêmement importants sur ce chantier, avec finalement très peu d'innovation, si ce n'est une innovation organisationnelle qui a permis à tout le monde de gagner un petit peu d'argent et à l'environnement de gagner beaucoup de choses. Cher ami, 5 minutes, mais je vais y arriver.
Nouveau circuit de collecte, moins coûteux, du transport fluvial. C'est une expérimentation qui est en cours sur Lyon, qui j'espère tiendra ses promesses. Des déchetteries automatisées avec en Rhône-Alpes un constructeur qui s'appelle Applus, qui a lancé les premières plateformes déchetterie automatisée en libre service avec des cartes qui permettent d'identifier le détenteur du déchet et de lui fournir le document de traçabilité immédiatement ainsi que sa facturation. Une mécanisation des plateformes de tri de plus en plus poussées qui permet des gains de productivité avec notamment des outils de tri sur du déchet non dangereux en mélange. Vous avez la chance au niveau de Lyon d'en avoir 4 qui sont en fonctionnement. Et Rhône-Alpes aujourd'hui est la mieux pourvue en matière de nombre d'installations de tri automatisé de déchets non dangereux. Et puis vous avez un développement qui est quand même de plus en plus important aujourd'hui d'installations de transformation avec des gains d'économie d'échelle et de productivité. Si on regarde aujourd'hui quels sont les déchets valorisés, le béton, j'y reviens pas, le béton c'est quand même le matériau qui aujourd'hui se valorise très bien, il se valorise en cimenterie, il se valorise sur les chantiers, on peut faire de la valorisation donc in situ en réemploi. Quand on ne fait pas de la valorisation in situ, il transite par des plateformes de tri où il peut être concassé, normé en différentes qualités de granulats, application comme je le soulignais, assise de chaussée, recyclage dans le béton, tout ça c'est dans le pipe, mais il y a encore des progrès à faire parce qu'on estime qu'il y aurait un peu moins de 10 millions de tonnes de déchets de béton qui seraient valorisés, donc il y a encore 8 millions de tonnes de béton qui pourraient être valorisées. Le plâtre c'est celui qu'on n'aime pas, on ne l'aime pas en incinération, on ne l'aime pas en enfouissement et on ne l'aime pas dans le béton non plus. Donc un tonnage en jeu entre 400 et 500 000 tonnes. Des déchets qui sont issus de plaques de carreaux, de déconstruction, de construction. Là, c'est une filière d'engagement volontaire de la part des fabricants de plaques de plâtre, donc surtout Placoplâtre et Signat. Plus de 250 collecteurs ont été agréés, plus de 80 000 tonnes de déchets de plâtre externes ont été valorisés en 2017. Et puis, je vais arrêter d'envoyer des fleurs à Rhône-Alpes, mais on a aussi eu une très belle innovation en 2012 en Savoie, avec notamment une machine qui était capable de traiter automatiquement les complexes de doublage et de séparer le polystyrène expansé, la laine de verre, du gypse, et de permettre notamment le recyclage du gypse dans l'usine Placoplâtre de Chambéry. Il y a un projet d'économie circulaire au niveau européen qui a été réalisé, qui s'appelle Gypsum to Gypsum, auquel j'ai participé, qui a prouvé qu'on pouvait monter jusqu'à 30% de recyclage dans la fabrication des plaques de plâtre. Donc on a de la marge de manœuvre devant nous. Et puis les producteurs de plaques de plâtre ont signé un engagement pour la croissance verte, qui est le Green Deal à la française. Si quelqu'un me pose la question tout à l'heure, je lui répondrai ce que c'est. Mais ils se sont engagés pour atteindre des taux de valorisation beaucoup plus importants et favoriser le tri du plâtre tout au long de la chaîne de valeur. Je vais vite. Le bois, il y en a en pagaille en ce moment. Autant le bois, on arrive à trouver une valorisation relativement facile en valorisation énergétique. Le bois B, qui est légèrement adjuvanté, ça devient extrêmement problématique. L'exutoire classique, qui est la fabrication de panneaux de bois agglomérés, il absorbe ce qu'il peut absorber, mais aujourd'hui on a malheureusement beaucoup plus de bois trié que de bois que l'on peut valoriser d'un point de vue matière, ce qui pose une véritable question sur l'organisation des filières, puisque lorsqu'on monte une filière, il ne faut pas seulement penser à collecter, à trier, mais il faut penser à tout le reste de la chaîne de valeur. Et il y en a apparemment qui ont oublié de penser à ce petit détail, ceci dit en passant. Et on se retrouve devant une problématique à laquelle même donc la métropole de Lyon aujourd'hui est confrontée. Le verre bâtiment, c'est une filière qui a du mal à se mettre en place. Un certain nombre d'initiatives ont été lancées en France. Je pense que la plus démonstrative est celle de Paprec, notamment à Nantes, à Saint-Herblain exactement, et puis au Blanc-Ménil, où il y a une machine de démantèlement automatique du vitrage-fenêtre. Mais Serfim Recyclage à Lyon a aussi son atelier, qui est un atelier un petit peu plus manuel, mais qui n'a pas à rougir des tonnages qui aujourd'hui sont valorisés grâce à la mise en place de cet atelier. Là aussi, on a un engagement pour la croissance verte qui a été signé par l'industrie du verre et FEDEREC BTP et le SRBTP pour favoriser notamment l'émergence de ces filières-là.
Je pense que Johanna nous parlera peut-être du réemploi ou je sais pas qui, dans réemploi peut-être des fenêtres, non, peut-être, je sais pas. Bon, le réemploi, vous l'aborderez dans les autres ateliers. Le plastique PVC, le PVC c'est fantastique. Ça représente à peu près la moitié des tonnages des plastiques, des déchets de plastique qui sont générés tous les ans. On a une filière là aussi, hein, sous l'impulsion d'un fabricant de fenêtres qui s'est mis en place en France, c'est VK, qui a vraiment monté un très bel atelier à Bars-sur-Aube avec un recyclage, qui a investi 10 millions d'euros pour notamment valoriser ses profilés fenêtres. C'est un atelier qui marche très bien. Il a encore un peu de mal à capter les 25 000 tonnes de gisements français, parce qu'il y a encore beaucoup de ces déchets qui partent en décharge, ce qui est difficilement compréhensible quand vous savez que la résine PVC vaut 900 € la tonne, que la résine PEHD vaut 1500 € la tonne, et qu'il y en a qui disent que c'est bien de la brûler. Donc j'ai du mal à voir ce qui est intéressant de brûler des matériaux à 1500 € la tonne. Le PVC gris se recycle aussi très bien. Maintenant, on a du mal aussi à capter le gisement, et puis on a peut-être plus de difficultés que les profilés blancs, parce qu'on a notamment des souillures, étant donné que c'est la plupart du temps de la tuyauterie qui transporte des fluides du type eau. Les autres plastiques, on est un petit peu toujours dans le problème, hein. J'ai eu dans ma vie un poste un peu clé au niveau du recyclage du plastique, et on alertait quand même sur la diversité des plastiques. Il faut savoir qu'il y a à peu près 100 000 sortes de plastique qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc pour recycler les choses, c'est quand même extrêmement compliqué de distinguer déjà ce que c'est une résine PE, PVC, PP. Mais ensuite, quand vous y mettez un additif, un plastifiant d'un type, un plastifiant d'un autre type, et que l'autre veut plus ce plastifiant là, donc il ne veut pas recycler cette molécule-là dans son procédé. Bref, aujourd'hui, cette filière ne fonctionne pas très bien. Il y a quelques bribes de filières qui existent, mais ce n'est pas satisfaisant. Les housses plastiques en polyéthylène, là, nos amis chinois nous ont fait un coup de Trafalgar début d'année, parce qu'ils ont dit que finalement, ça suffisait de leur envoyer n'importe quoi. Prétexte ou pas prétexte, je n'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas pour les plateformes de tri que je connais, je vais bientôt finir, ils ont de plus en plus de mal à trouver des sorties pour les housses plastiques, alors que c'est notamment aussi un matériau qui vaut relativement cher. Le polystyrène expansé, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est un truc qui se recycle super bien. Là, c'était grâce notamment à ce qui s'est passé dans l'emballage, puisqu'il y a eu une association qui s'appelait EcoPSE, qui était un GIE qui avait été monté par plusieurs fournisseurs d'emballage PSE, qui ont monté toute une chaîne de logistique et une chaîne de traitement en France, qui marche encore très bien aujourd'hui, et on estime que plus de la moitié du gisement de PSE aujourd'hui est recyclé sous forme matière. Donc la valorisation du polystyrène expansé est tout à fait possible. Les moquettes, c'est sympa. Alors les moquettes aujourd'hui, c'est compliqué aussi, parce qu'on a aussi pas mal de matériaux en jeu entre la matrice et puis la partie supérieure de la moquette. On a différents matériaux, donc il faut déjà les distinguer. Un marché qui marche, un segment de marché qui marche plutôt bien, c'est les dalles moquettes. Et j'ai eu l'occasion notamment de visiter un atelier de recyclage Archenperzel d'Interface en Hollande, qui recycle aujourd'hui donc des dalles moquettes, qui séparent les différentes fractions et qui permet de recycler à la fois les fibres nylon et puis la matrice bitumineuse. On a par ailleurs des ateliers d'économie sociale et solidaire qui sont lancés notamment dans le réemploi des dalles moquettes, puisque à Paris, en région francilienne, à peu près tous les 9 ans, on a un nouveau locataire dans les bureaux, et puis la moquette lui plaît jamais. Donc au bout de 9 ans, on enlève la moquette, souvent peu usée à part dans les couloirs, et donc elle peut être utilisée à d'autres fins. Les D3E, je vais y passer très rapidement. Là, c'est une filière responsabilité élargie du producteur. Et il faut saluer notamment l'engagement de Recylum par rapport aux déchets du bâtiment. Ça concerne essentiellement les luminaires et puis les alarmes incendie, si je ne me trompe pas. Enfin, ils ont monté tout un réseau en France qui permettait notamment de capter ce gisement et de l'envoyer vers les filières de valorisation. Alors, avec bien sûr de la reprise gratuite, puisque c'est une REP et qu'elle est financée par l'écotaxe.
J'arrive à la fin, hein. La REP sur les éléments d'ameublement. Alors pourquoi j'en parle? C'est parce qu'aujourd'hui on a Valdelia, qui est un organisme qui s'occupe des DEA professionnels, qui s'est beaucoup engagé par rapport aux déchets, notamment de démolition, et on les a aidés à mettre en place la filière pour tout ce qui est armoires encastrées dans les hôpitaux, dans les collèges, etc., puisque c'est considéré comme du mobilier. Donc ils ont des objectifs de valo, ils viennent de renégocier leur agrément, à la fois écomobilier donc pour le particulier et puis Valdelia pour les professionnels. Et donc ils s'engagent à introduire donc un taux de réutilisation et de recyclage de 90% pour le mobilier trié d'ici 2023, ce qui est très très ambitieux. La laine de verre, eh ben oui, la laine de verre, ça y est, on touche du doigt la filière, puisque en Rhône-Alpes, il y a plusieurs collecteurs qui ont travaillé avec Saint-Gobain Isover pour mettre en place cette filière. Elle consiste à mettre en balle les laines de verre qui sont propres et à l'envoyer sur l'atelier de recyclage qui est situé à Orange, donc pas très loin de la région Rhône-Alpes, où cette laine de verre est transformée en calcin pour être réintroduite dans le four de fabrication de laine de verre. Les briques plâtrières, il y a un process qui a été validé par la société Serfim. Là, on se heurte encore à une problématique économique, ce que je vous disais tout à l'heure sur la nécessité que tous les acteurs le long de la chaîne de valeur y trouvent un intérêt. Là, malheureusement, l'ensemble de la chaîne de valeur n'y trouve pas un intérêt. Les membranes d'étanchéité, notamment bitumineuses, il y a un beau projet qui a été réalisé donc, en France, à Lyon, aussi par l'entreprise Serfim, et qui a aussi un petit peu de mal à décoller pour des questions aussi économiques. Et puis je finirai par les combustibles solides de récupération. Alors les combustibles solides de récupération, il y a nos amis cimentiers dans la salle donc, qui sont très enclins à utiliser ce type de matériaux pour substituer leurs énergies fossiles, ce qu'il faut vraiment saluer. Ceci dit, le problème, c'est qu'en France, on n'est pas en Allemagne. Alors tout le monde a dit qu'il faut faire du CSR, très bien, mais le problème, il n'y a que les cimentiers qui en prennent. Et les cimentiers, ils n'ont pas la capacité de fours industriels comme on a en Allemagne, des fours qui font 1 million de tonnes de capacité, qui sont capables de prendre des grosses quantités. Donc les personnes qui sont lancées dans la fabrication de combustibles de récupération aujourd'hui, ne vont plus en France, ou de moins en moins en France, parce qu'elles n'ont pas assez d'exutoires, et se tournent vers l'Espagne, vers l'Allemagne, vers la Suisse, vers la Belgique et vers la Hollande, ou éventuellement vers les fours scandinaves, pour pouvoir se débarrasser de leur CSR. La mutation, c'est vrai qu'on y va, très lentement. Le corpus réglementaire, il accompagne la mutation plus qu'il ne la précède, c'est ce que je vous ai dit. Pratique sur les chantiers, elles évoluent. Les bénéfices multiples pour tous les acteurs économiques, je vous les laisse parcourir. Les filières de réemploi, elles se développent, hein, mais c'est pas facile, et de valorisation aussi. Et puis la petite note négative que j'aime bien enfin d'exposer, c'est de dire que c'est beaucoup trop lent, parce qu'on reste avec une TGAP encore qui est trop faible. Et puis surtout, on a oublié en passant la R&D. La R&D, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas de recherche et développement, et un certain nombre d'acteurs économiques dans cette salle sont bien au courant, bien au fait, on n'arrivera pas à progresser sur la gestion des déchets. Parce qu'on n'arrivera pas à développer les exutoires et on se retrouvera avec des goulots d'étranglement en fin de chaîne. Voilà.